Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté, des gros billets. Et j'espère que les deux derniers épisodes vous ont plu. J'ai eu pas mal de très bons retours, notamment celui sur Thibaut Aimé, l'ancien banquier qui nous donne ses meilleurs conseils, et également sur celui avec Sophie la déterminée, qui a passé 14 mois dans un chantier en activant le Monk Mode. Si vous ne les avez pas encore écoutés, je ne peux que vous renvoyer vers cela. Mais aujourd'hui, on part au soleil. Déjà, il venait du soleil et là, il est allé carrément dans the Sunshine State. On part direction les États-Unis avec Benoît. Benoît expatrié en Floride grâce à la location courte durée et principalement à Orlando. Alors, ce que j'ai adoré avec Benoît, moi déjà, j'adore avoir des invités de partout dans le monde. J'en ai eu au Cambodge, j'en ai eu en Argentine, j'en ai eu au Canada. J'en ai eu à Dubaï. Si vous me suivez depuis longtemps, j'ai vraiment essayé de faire un bon tour du monde. J'en ai eu aussi en Hongrie. Et j'en ai sûrement oublié. Mais là, donc, direction les États-Unis. Et en plus, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que Benoît, il est investisseur et agent immobilier là-bas aux États-Unis, plus conseiller en gestion de patrimoine pour les expatriés euh, français aux États-Unis. Donc c'est niche, mais à mon avis c'est une bonne niche. Donc voilà, vraiment on va avoir le retour de quelqu'un implanté là-bas. Comment est-ce qu'il a réussi à aller aux États-Unis, notamment grâce à la location courte durée. Comment il a fait pour le visa, comment ça se passe avec l'intégration par exemple de sa fille à l'école. Tout ça, il va nous dire et puis on va voir comment est-ce qu'on investit aux États-Unis. Il va nous expliquer tout le process. Donc voilà, ça sent bon le soleil. Euh, si vous êtes euh, si vous êtes dans le nord ou dans l'est de la France, il fait pas encore super beau, donc c'est peut-être le moment de prendre sa dose de soleil quotidienne. D'ailleurs, moi, je vais pas tarder à partir aux États-Unis. Avant de démarrer, j'ai quelques petites choses à vous raconter, des choses gratuites. Premièrement, en ce moment, j'ai une énergie de malade. Je travaille beaucoup, je travaille tous les jours. J'ai pas mal d'épisodes d'avance, notamment parce que je pars aux États-Unis. Puis j'essaie de bien m'organiser, ça fait trop plaisir. Mais vraiment, je suis en super forme. J'hésite à faire un épisode sur la productivité. J'ai mis quelques petits hacks de productivité et vraiment, ça m'a vraiment changé ma façon de travailler. Donc, je suis en train peut-être de préparer un épisode. Vous me direz si ça vous intéresse sur comment je fais, notamment pour sortir depuis 3 ans un épisode chaque semaine, plus les épisodes de podcast privé, plus les coachings, plus mon vrai métier dans la finance, plus les dizaines de lots que je gère ou que je sous-traite, dont je sous-traite la gestion, mais dont je dois quand même m'occuper. Donc voilà, en ce moment, j'ai beaucoup d'énergie, je travaille beaucoup et j'adore ça. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? J'avais écrit 2 livres qui sont disponibles sur Amazon. Mine de rien, j'en ai vendu quand même presque 1000. Donc je suis un petit écrivain, mais les livres, c'est pas du tout des bibles de l'investissement sur lesquelles vous aurez toutes les infos sur toutes les lois qui changent de toute façon tout le temps, ni du mindset. Faites comme moi, regardez, je suis génial. L'an dernier, j'ai été là, j'ai fait ça, j'ai mon lifestyle qui est fou. Vous le savez, moi je suis là pour les résultats, pour l'efficacité. C'est comme ça que tous nos membres qui ont suivi et tous les membres qu'on accompagne qui ont suivi depuis maintenant 3 ans nos conseils depuis quasiment 3 ans, les membres qu'on accompagne, ils ont tous trouvé des biens rentables, ils les ont tous fait financer, ils les ont tous mis en exploitation, on a 100% de réussite, je veux dire, c'est assez incroyable. Donc ça, c'est les personnes qu'on accompagne directement avec Michel. Et donc les livres, c'est pareil. Il y en a tous une tonne de livres à lire qui est long comme le bras, des livres qui sont beaucoup trop épais. Moi, j'ai la biographie de Barack Obama dont j'avais commencé, j'ai jamais fini, et plein d'autres livres. Là, les 2 livres que j'ai écrits sont straight to the point. Ils sont juste là pour vous faire gagner de l'argent. Vous suivez ça, vous allez gagner de l'argent. C'est comme ça que j'ai gagné des centaines de milliers d'euros. Donc voilà, il y a juste à suivre. Si ça vous intéresse, vous tapez Bye Bye Patron sur Amazon. Ils sont disponibles. Vous pouvez les avoir en e-book ou en format papier. Si vous voulez soutenir le podcast, c'est en plus une super bonne occasion. Mais en tout cas, je les ai mis à jour les deux avec donc c'est les 2 livres bien sûr sur l'immobilier, mais sur comment gagner de l'argent. C'est pas sur comment voilà avoir le mindset gagnant ou que sais-je. Le mindset, c'était 2020, 2021, 2022. Maintenant, nous, c'est on fonce les résultats, les résultats, les résultats. Donc voilà, vous allez sur Amazon, tapez Bye Bye Patron et vous aurez tous les liens. Ou sinon, comme toujours, tous les liens sur mon site grosbillet.com. Donc voilà, ça c'était le premier truc. Deuxième info pour les personnes qui avaient pris le programme. J'ai un petit programme qui s'appelle un dossier bancaire en béton. J'ai fait une mise à jour 2024. Je l'avais tourné il y a un peu plus d'une année. J'ai fait une mise à jour 2024. Tout est gratuit si vous êtes membre de ce dossier bancaire en béton. C'est mon plus petit programme, il coûte même pas 50 euros. Merci déjà pour votre soutien et bien sûr
mise à jour gratuite, tout comme ceux qui sont adhérents du programme Bourse de la théorie au gros billets. Je fais des vidéos bonus, j'en ai plusieurs de prévues, j'en ai déjà sorti. C'est gratuit, je suis pas là du tout pour encore vous réclamer, je sais pas quoi, de remettre la main au pot. Vous m'avez soutenu avant, vous me soutenez maintenant. Voilà, tout ce que je fais ensuite, bien sûr, c'est offert. Je le fais avec grand plaisir, même si ça me prend beaucoup de temps. Donc voilà, les livres, les mises à jour grosbillet.com et bien sûr si vous êtes sur les nouveaux qui nous ont rejoints sur Bourse de la théorie au gros billet, vous aurez aussi toutes les mises à jour. Et dernier point, justement, on accompagne des membres, donc ça fait plus de 2 ans et demi avec Michel. Pour une fois, on a, en fait, l'idée c'est vraiment que les membres ils restent pas indéfiniment. C'est en fait c'est un abonnement au mois. Vous rentrez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. En général, les personnes elles rentrent quand elles veulent investir dans l'immobilier ou qu'elles veulent remettre à plat leur patrimoine, qu'on en discute ensemble, et elles sortent quand elles ont trouvé les biens, qu'elles les ont payés, qu'elles les ont mis en exploitation. Ou voilà, parfois il y en a qui ont fait 2, 3, 4 biens avec nous, mais l'idée c'est pas que vous restiez à l'infini. Et donc pour une fois, je pense que c'est la première fois depuis 2 ans, on a quelques places. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre un appel gratuit avec nous. Vraiment, vous allez sur mon site pareil grosbillet.com, vous m'envoyez un mail, ou sinon on a un site dédié clubinvest.fr. Vous écrivez, vous pouvez prendre un appel avec nous pour discuter de vos projets d'investissement. Si ensuite vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Si ça vous va pas ou si vous vouliez juste des infos, il n'y a pas de problème. Vous continuez votre vie, on continue notre vie et tout est bien comme ça. Donc on propose 3 appels. Voilà, on peut pas non plus en faire 10 par semaine. Donc les 3 premiers qui nous écrivent, vous aurez votre appel gratuit. Donc voilà, ça vous engage à rien. On peut juste parler d'un de vos projets si vous voulez, ou alors vous pouvez prendre des renseignements. C'est à vous de voir. On est toujours dans le partage, dans l'échange, mais en tout cas tous les membres qu'on a, on a des avis, etc. Que vous pouvez consulter si vous le souhaitez. Tout le monde est super satisfait. Voilà, on attaque donc directement avec Benoît pour direction la Floride. Hein. Ça va sentir bon. Changement de vie, voilà. Benoît, il a 39 ans, donc changement de vie il y a pas longtemps grâce à la location courte durée. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais c'est le premier que j'ai rencontré qui est parti à Orlando. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté avec Benoît. Et bonjour, bonsoir, on enregistre, allez on peut le dire, en général je donne pas les dates parce que je sais jamais quand je diffuse, mais on est le 23 décembre, la veille de Noël. J'ai enlevé mon pull de Noël, j'avais un pull de Noël aujourd'hui, mais je me suis dit on sait jamais si je mets un petit print screen de la vidéo. Aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'on fait un épisode transatlantique, on est avec Benoît. Salut Benoît, comment ça va? Salut Thibaut, bonjour à tous. Et donc aujourd'hui, si tu peux te présenter rapidement, et si tu écoutes le podcast, tu sais, j'aime bien que les invités racontent un peu une expérience insolite, un job un peu ingrat qu'ils ont pu faire au tout début de leur carrière professionnelle. Donc voilà, je te laisse te présenter, quel âge t'as, où t'habites, c'est pour ça principalement que tu es aujourd'hui invité sur le podcast. Et puis voilà, si tu as une petite anecdote pour un peu qu'on en sache plus sur ton parcours, je te laisse Ok. attaquer. Bonjour à tous, Benoît, 39 ans, je suis marié, j'ai une petite fille de 6 ans. Je suis à Orlando en Floride, donc aux États-Unis depuis juin 2022. Et beaucoup de sujets sur mon expatriation, on va en discuter aujourd'hui. Après, pour l'anecdote, j'ai pas fait vraiment de boulot ingrat, T'as fait proprement des dit. Après études? des... Ouais, j'ai été en école de commerce, j'ai fait les DEC à Nice, au sud de la France. J'ai fait un UT aussi à Nice, des UT Tech de Co, euh, super expérience. Et après, j'ai fait aussi Schema, pour ceux qui connaissent, une certification niveau master dans la finance avec mon employeur à l'époque, puisque j'ai été CGP pendant 10 ans en France chez un grand groupe d'assurance. Ok. Et en termes d'expérience, ouais, non, pour revenir sur ta question, j'ai eu des petits boulots, pas forcément ingrats, mais de ce que je me souvienne, le premier en tout cas, c'était facteur. J'ai été postier pendant 3 étés Ok. consécutifs. À Nice? Parce que, non, à Juan-les-Pins, Hmm. à côté d'Antibes, parce que mon père a été postier toute sa vie. Ok, Et à ouais. l'âge de 16 ans, j'ai décidé de faire des boulots d'été et je mettais les enveloppes dans les boîtes aux lettres. Donc c'était Yes. top. Bon, ça va, Je recommande à tout le Juan-les-Pins, monde d'ailleurs. c'est Ah, pas j'en ai pas, l'hiver, c'était pas l'hiver ingrat, en non, c'est Alsace, sûr. quoi, ouais. Surtout juillet, août. Donc, d'ailleurs, à l'époque, mon principal objectif, c'était de finir ma tournée le plus tôt possible pour pouvoir aller à la plage. Donc, en Ouais. général, je terminais à 11 heures. Alors, c'est plus possible aujourd'hui hein, parce que c'est privatisé,
Mais à l'époque, la Poste, c'était pas un pointage comme aujourd'hui. Donc on pouvait finir sa tournée et vaguer à ses occupations. Donc Voilà. ça m'a valu d'ailleurs quelques remontrances pour la petite anecdote, puisque le postier que je remplaçais l'été, c'était un postier à l'ancienne, on va dire. Et lui, il avait tendance à s'arrêter à tous les bistrots. Ah ouais. La tournée, Ah, il la faisait en 5 heures, alors que moi, je la faisais en 2 heures, quoi. ouais, c'est Donc c'est vraiment voilà. les deux clichés qu'on peut avoir, quoi. Le sud de la France et la Poste. Le pastis, non, moi, je T'as, traçais, moi, ah ouais. j'étais focus. T'as un film là sur les fonctionnaires, je sais plus, avec les Chevaliers du Fiel là où ils sont fonctionnaires dans le sud. Enfin, il est assez drôle. Bref, Ah, je l'ai pas vu. du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi tu es sur le podcast? Pas pour parler de la Pas Poste. pour la poste, non? Ouais, voilà. Non, bah, l'idée, c'était de vous partager un petit peu mon expérience d'expatriation, ce que j'ai pu faire en France, parce que je suis pas parti sans rien. J'ai quand même créé du patrimoine aussi avant mon départ. Donc, ça serait intéressant peut-être d'en discuter pour ceux que ça intéresse. Et après, bah, depuis 1 an et demi que je suis là, euh, pareil, je repars de zéro. Donc, c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure. Donc, l'idée, c'est aussi de partager pour ceux qui ont envie de s'expatrier, pas forcément aux États-Unis, mais ceux qui ont des idées de départ. Je sais que c'est un peu la mode aussi en France avec ce qui se passe. On va parler d'actualité, mais c'est pas Ah, forcément c'est bizarre, ouais. joyeux, même s'il y a des problèmes partout. Mais voilà, Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur un départ à l'étranger, et je serai là pour y répondre s'il y a des questions. ok. Ok. Ben, on peut aller avant d'attaquer. Donc, on va essayer de concentrer pas mal l'épisode sur quand même les États-Unis et puis un peu l'immobilier. Ouais. Donc, on va voir que t'as dit que t'étais agent immobilier aux US, plus t'es investisseur aussi aux USA. Mhm. Peut-être en France, ton parcours, t'as acheté une bonne dizaine de biens. Tu les as achetés dans le sud. T'es originaire du sud ou pas du tout? Alors, je suis né en région parisienne. Mes parents habitaient Franconville, Argenteuil à l'époque. Donc, je suis Ok. resté 5 ans là-haut, donc j'ai pas de souvenir. Mais mon père, avec la Poste, il a été muté à Valoris, donc la ville des Potiers, pour ceux qui connaissent. Et rien, j'ai toujours vécu dans le sud, donc on peut dire que je suis pas Ok. un niçois, hein, parce que j'ai toujours habité côté de Cannes, Grasse. Mais ouais, le sud de la France, c'est Ok. mon chez-moi, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Et les biens immobiliers sont là-bas, effectivement. Donc, j'ai commencé en 2015. J'ai mis du temps, parce que j'ai commencé la finance en 2011 chez le leader de l'assurance. Et c'est toujours pareil, le cordonnier le plus mal chaussé. Je conseillais mes clients Hmm. sur l'investissement locatif, sur le financement, etc. Et finalement, je le faisais même pas pour moi. Et mon Ok. épouse, qui est italienne, elle est très orientée immobilier. Là-bas, en Italie, l'immobilier, c'est important, ils sont tous propriétaires. Et Ok. du coup, c'est elle qui a commencé à acheter et ça m'a déclenché. Et donc, du coup, j'ai acheté à partir de 2015, ouais, une bonne dizaine de biens. Et, euh, Et c'est dans quel et coin? Enfin, tu dis la précision que tu veux. Après, là, je pense que t'es plus en recherche active. ouais, non, C'est dans, il y a pas de problème. c'est J'ai dans- commencé en 2015, c'était sur Mougins, Mougins-le-Haut, pour ceux qui connaissent, un petit village. Pas très loin de Sophie Antipolis, la technopole Hmm. européenne. J'ai après continué sur le deuxième, c'était à Antibes. En fait, j'ai commencé avec la vente aux enchères. J'ai Ok. acheté mes 2 premiers biens en vente aux enchères, adjudication, donc j'ai fait plutôt des bonnes affaires. Et après, j'ai continué sur plutôt la ville de Cannes. J'ai acheté une colocation à Cannes-la-Boca avec 4 étudiants que j'ai toujours. Ça marche très bien en meublé. Et avant de partir de France, j'ai voulu faire un dernier coup et je suis passé à l'étape du dessus et j'ai acheté un immeuble de rapport de 8 lots. Et Aussi voilà, dans ce coin? toujours. Ouais, non, plus dans le Var cette fois. Je suis parti du côté de Draguignan, Ok. donc Parce qu'à plutôt pas Cannes, c'est mal. trop cher. Enfin, je suppose qu'un Ouais, non, immeuble, un immeuble de t'oublies. rapport, c'est pas possible. Même le rendement sera pas terrible, mais c'était Hmm. inaccessible en tout cas pour mes moyens. Mais à Draguignan, aujourd'hui encore, hein, il y a des super opportunités. En tout cas, autour de Draguignan, Fayence, etc. C'est quand même peu cher pour la quantité de l'eau qu'on peut avoir. Même si les loyers sont plus bas, la rentabilité est autour de 10% assez facilement. Ok. Et le dernier investissement, c'est ma maison, puisque j'étais propriétaire moi-même, et du coup, j'ai mis ma résidence principale en location meublée. Ok. Donc voilà, on va dire qu'il y a une douzaine de biens qui sont là-bas, ils sont tous autofinancés par le crédit, donc je vis pas grâce à ça, hein. Mais ma fille sera bien contente dans 25 ans quand tout sera payé, quoi. Mais voilà, Yes. mais j'ai eu la chance d'avoir une période de Toba aussi, Ouais. ce qui est plus le cas aujourd'hui, Toba mais et c'était prix une époque. 2015, c'était pas comme 2020. Enfin, je suppose que les Bah, j'ai prix. acheté entre 2015 et 2020, donc l'immobilier est quand Hmm. même bien monté, mais c'est vrai que les taux, mon meilleur taux, je crois que c'est ma résidence principale, on est à 0,89% sur 25 ans, ce qui fait tomber Ouais. les Américains de leur chaise, Ouais. hein, ici, ils ont jamais eu Ouais. ça. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que Ok. c'était fou. Ah non, quand on avait les taux comme ça, bon, on sait pas trop où ça va aller. Après, il vaut Hum, mieux hum, acheter hum. une maison à 200 000 euros à 4% que la même maison à 800 000 à 1%, hein. On est Mais d'accord, c'est sûr, c'est sûr. c'est ce que les vieux, ouais, nous,
tout. À Bah, l'époque, nous, ça les coûtait taux, que dalle. c'était 15%. Ouais, mais ta maison, c'était 6 mois de paye, alors que nous, c'est 6 ans de paye, quoi. Ouais, et puis Euh, toujours pareil, un crédit, ça se renégocie. Le prix d'achat de voilà. la maison, tu le renégocies plus. C'est exactement ça. C'est- Ok. ouais, voilà. Peut-être tu peux nous dire, donc, après, on va venir vraiment sur l'expatriation en tant que telle, mais comment maintenant c'est géré? Parce que du coup, t'es bien, ils sont quand même à. Je suis pas un expert du Sud, mais Draguignan, Cannes, tout ça. Enfin, tu peux pas avoir la même personne pour Ouais, non, gérer c'est un peu tous loin. les Il y a biens. 1 heure de route entre Cannes Mhm. et Draguignan, en effet. Donc j'ai 2 agences, trois agences qui s'occupent de mes biens. Alors le premier appartement, il se gère tout seul parce que je l'avais acheté aux enchères, il était déjà loué, donc il n'y a pas besoin d'agence. Ok. Ça se gère tout seul. C'est la même locataire depuis l'origine, donc ça se passe très bien. Le deuxième, c'est ma mère qui vit dedans. C'était un de mes objectifs, c'était de la reloger et qu'elle soit dans des bonnes conditions, on va dire. Donc il n'y a pas besoin de gestion, hein, c'est ma mère. Et après, les trois autres, oui, la colocation, c'est une première agence, du Nord d'ailleurs, donc c'est rigolo. Après, j'ai la Draguignan, c'est une agence locale, et ma maison principale, pareil. Donc j'ai trois agences, et j'ai de la chance parce que les agences sont très efficaces, et malgré l'éloignement, j'ai une réactivité immédiate, comme si j'étais à côté d'eux. Donc, à part le décalage horaire, franchement, j'ai pas à me plaindre. Mhm. Ok. C'était aussi une crainte que j'avais en partant, ça, d'être Ouais. aussi loin, de me T'as dire combien qu'est-ce qui va Ouais, se t'as passer. 6 heures là, hein. T'as 6 heures avec nous. Il y a 6 heures, ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais non, à nouveau, pour ceux qui ont de l'investissement en Europe ou en France et qui veulent quitter, c'est pas une difficulté du tout. Au Mhm. contraire, hein, j'ai eu des machines à laver qui ont pété dans l'immeuble de rapport, Darty.fr, j'ai fait la commande et c'était livré 2 jours Mhm. après, donc pas besoin Ouais. d'être là, quoi. Vraiment. Yes. Moi, je l'ai déjà Ça, fait c'est pour un des souci. biens à 1 heure de chez moi. Le Darty, ça marche très bien. C'est sûr. Ouais. Non, Et il n'y a tu pas peux de peut-être difficulté là-dessus. nous. Enfin, tu donnes ce que tu veux, mais peut-être nous donner un peu les chiffres Mhm. juste de tes biens. Par exemple, la coloc à Ouais. Cannes, combien t'as payé, combien tu loues. Ouais, Euh, bien sûr. Bah, c'est des appartements qui, à l'achat, est aux environs des 200 000 euros, chacun d'entre eux, hein, bon an, mal an. À part l'immeuble de rapport qui était à 400. Mais bon, il y a eu 8 lots à nouveau, donc ça fait pas cher hmm, l'appartement. Mais la colocation, oui, c'est un exemple assez intéressant parce qu'il y a la Cannes-la-Boca, c'est une ville qui se développe. Donc c'est pas Cannes Centre, hein, c'est juste à côté. Mais il y a beaucoup de projets sur la ville, donc il y a beaucoup d'étudiants. C'était aussi mon choix de faire de la colocation là-bas parce qu'il y a une université qui s'est créée. Et je l'ai acheté 200, je l'ai rénové intégralement pour environ 80 000 euros de travaux. Donc il vaut un peu plus. Mais par contre, la rentabilité, on est vraiment bien parce que ça se loue 550 euros par chambre. Donc du coup, ok. 2002 par mois pour un crédit à 1003. Donc il y a un cash flow positif. Alors, ça paye la taxe foncière, les charges, Hmm, etc. Il n'y a pas vraiment d'enrichissement, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Si j'étais sur place, je pourrais louer juillet-août en Airbnb, parce que les étudiants sont plus là. hmm. Mais bah, c'est un peu compliqué avec la distance. Je ne vais pas m'aventurer dans du Ouais, non, bien saisonnier. sûr. C'est Mais un ouais, risque que je ouais, ne vais non, pas mais prendre. Et t'as acheté quand ça? Ça, c'était en plein Covid. C'était en 2020. Ouais. 2020, ouais, début 2020. Hmm, ok. Et je me souviens faire les travaux en plein confinement. Enfin, Hmm, c'était un peu sportif à l'époque. C'est des mauvais souvenirs tout ça, mais ouais, c'était 2020 et mis en location à la rentrée de la même année. ok. Ouais. Et Draguignan, pareil, 2020, mais fin d'année cette fois. Mais là, c'était déjà habitable. Les 8 lots étaient habitables. Ok. Du coup, je l'ai mis en location immédiatement. Et là, pareil, 400 000 sur 25 ans à 1 et quelques pourcents. On va être à peu près à 2000 euros de crédit pour 3000 euros de loyer. Donc, belle opération. Si Pareil. c'était à refaire mon expérience française, c'est peut-être un conseil aussi, c'est peut-être de démarrer plus gros. Hmm. J'étais peut-être un peu petit bras, bah, parfois d'expérience, on n'ose pas trop aller sur les gros projets. Ouais, Mais c'est vrai forcément. qu'équipe de rapport, si j'avais pu le faire plus tôt, j'en aurais fait Ouais. peut-être deux, trois derrière, quoi. Hmm. Yes. Bah Ouais. bravo en tout cas. Et donc, Merci. ouais, comme C'est de quoi, parce passer que tout tu ça. vois, enfin, il y a des villes qui ont plus ou moins bonne réputation et bah Cannes, tu te dis que tu trouveras jamais un truc, un truc à ce prix-là. Et là, bah la preuve que oui, tu peux acheter à Cannes, enfin, et dans le sud-est, avec des biens qui se payent tout seuls, quoi. Donc Mhm. c'est très bien. Ok, bah on peut parler peut-être USA. Comment vous en êtes arrivé à partir là-bas? Alors, les États-Unis, c'est une expérience qui date de 2007 pour moi, parce que j'ai fait une année ici, chez Mickey, en 2007-2008. Je travaillais à Epcot, un des parcs Disney. Le but, c'est d'apprendre l'anglais et de me faire une expérience aussi à l'étranger. J'étais toujours attiré par l'étranger. Dans le cadre de mes études, j'avais fait un stage de fin d'études en Martinique. J'avais fait 6 mois déjà là-bas. Donc, bon, c'est la France, mais c'était loin, tout seul, Ouais, ouais. avec mon appart, ma voiture. Donc, déjà 6 mois d'expatriation, si on peut dire. Et après, j'ai réitéré donc ici à Orlando. J'ai fait un an, 6 mois à Disney, 6 mois à Miami. Et après, malheureusement, j'ai pas pu rester, hein, faute de visa. Et après, quand j'ai connu mon épouse, je lui ai fait découvrir Orlando en 2016 une première fois. Elle a adoré.
On est revenu plusieurs fois en vacances. Enfin, on adorait venir ici pour les parcs, pour la Floride, pour le climat, pour tout ce qu'on aime. Et le fait est, c'est qu'en 2018, j'ai demandé à ma caisse d'épargne de Côte d'Azur de me financer pour acheter ici. Ok. Et ils ont accepté. Donc j'ai eu un prêt perso. C'était pas un crédit immobilier, mais un prêt personnel. Et j'ai pu m'acheter une première maison en Airbnb. Ok. Et elle est toujours en place. Donc ça fait 6 ans qu'elle tourne. Et ça a été ultra rentable, hein, parce qu'en 2018, les prix aux États-Unis étaient vraiment beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Donc du coup, une Surtout très la belle Floride, opération. Mais ça a beaucoup augmenté, non, depuis le Covid. Ce que ça j'ai n'a pas pu voir. arrêté. Alors après, il y a des disparités quand même. Miami, c'est une exception par rapport au reste de la Floride. C'est devenu même beaucoup trop cher, même pour les locaux. Mais Orlando, bizarrement, par rapport à la crise des subprimes de 2009, ça n'avait pas retrouvé les niveaux des prix. Même si Ok. c'était 2018, c'était quasiment 10 ans après. Les prix étaient encore inférieurs aux subprimes. Donc il y avait Ok. vraiment des opportunités. Tu vois. Ma maison, c'est une Ouais. 4 chambres. Je l'ai Ouais. payé 180 000 dollars. Le prix d'un studio à Cannes. Hmm. Donc ça, Incroyable. 4 chambres, 3 salles de bain, jacuzzi à côté de Disney, ça fait rêver. Et c'était un peu l'objectif, c'était de le louer, de faire une première opération ici, mais surtout d'en profiter pour les vacances. Parce que l'hôtel, mine de rien, ça coûtait pas mal d'argent à chaque fois. Et voilà, c'était mon premier pas vers l'expatriation, c'était celui-là en fait. C'était d'avoir un bien qui soit mixte, résidence secondaire et location, donc il se payait tout seul et on en profitait pour les vacances. Donc Ok. c'est top. Et là, Ça a les commencé chiffres, comme ça. ça se paye tout seul, du coup, bah, après, Ouais, t'as un crédit beaucoup plus court, je suppose, et avec des taux, ouais, exact. plus C'est 15 élevés. ans, prêt Ok. perso. Et 15 le ans, ouais, quand même taux, pas mal. alors, il était pas dégueu à l'époque, c'était un taux à 2,9%. Alors que les taux normaux étaient à 1%, mais c'était un prêt Hmm. perso à nouveau. Donc le banquier m'a fait confiance et non, non, ça se paye tout seul. Il y a à peu près 1000 euros de mensualité et ça se loue 5-6 000 dollars par mois, mais il y a beaucoup, beaucoup de charges. Donc c'est pas ce que je garde dans ma poche. Ok. Mais non, ça se paye tout seul. Donc c'était une très, très belle opération. Aujourd'hui, les prix ont doublé, enfin plus que doublé même. La même maison, elle coûterait 400 000. Donc du coup, on peut pas Et pendant réitérer. 10 ans, il s'est rien passé, et Ah, puis ça a là, en explosé. 4 Ouais. ans, Bah, ça surtout fait depuis ça. 3 ans, 3-4 ans. Ouais, Ouais. il y a Ok. un boom avec le Covid. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Californiens, New-Yorkais qui veulent venir en Floride. Du coup, ils arrivent avec le portefeuille chargé. Parce qu'ils revendent leur penthouse à New York des millions et ils arrivent ici, Hmm. c'est pas cher. Donc, ils achètent tout cash sans négocier. Et il y a même des surenchères. D'ailleurs, pour la petite histoire, pendant le Covid, j'avais un collègue agent immobilier à Miami. Les gens se battaient pour acheter les biens. C'est-à-dire qu'ils offraient des Rolex à l'agent immobilier. Il y en a un, il a une Aston Martin. Ah ouais, carrément. Ouais. C'était tellement la folie que les gens, ils surenchérissaient sur les biens et ils filaient des cadeaux aux agents, quoi. Ah Donc, ouais. c'était une Bah, période de fou. c'est pas IAD à Belfort, quoi. T'es pas agent IAD à Belfort. Non, c'est pas le porte-clés IAD qui fait la différence, c'est l'Aston Martin. Bah, ça, c'était Ok. Miami, hein, c'est Ouais. particulier, ouais, c'est un micro-marché. Yes. Donc ça a commencé Ok. comme ça, ouais. Ouais, ouais, c'était mon premier pas ici. Après, donc on a réitéré. Donc on a racheté un bien là, cet été dans la même résidence. Alors, on est passé de 4 chambres à 2 chambres avec un budget 2 fois plus gros. Mais ça reste quand même rentable parce que les loyers saisonniers à Orlando avec les parcs d'attractions, ils ont beaucoup augmenté aussi. Ils ont même Ok. augmenté plus fort que le bien lui-même. Donc si c'était à Ouais. refaire, j'achèterais les yeux fermés, quoi. C'est vrai que moi je voyage pas mal et je suis assez épaté des prix partout. Enfin, ils ont vraiment beaucoup augmenté rien qu'à Paris. Hein. Avant, tu pouvais. Alors c'était pas incroyable, mais je sais pas, entre 100 et 150 euros, tu trouvais quand même un truc pas crade où tu pouvais dormir convenablement. Et maintenant, tu vois les prix, ils ont énorme. Enfin, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a passé, c'est comme les maisons dans les régions, où ça vaut plus que 1 million. Très vite, ça va devenir 1,5 million, quoi. Une fois que tu as passé Ah, des c'est vrai. caps, il y a plus de il y a plus de limite, Retour en quoi. arrière, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est Et, vrai. euh, et tu dis qu'il y a beaucoup de charges sur ta maison. C'est quel type de charge que tu as? Bah, les Airbnb aux États-Unis, comme en France, hein, T'as faut le les ménage, entretenir. tout Donc, ça, ouais. En forcément, plus, voilà, il y a forcément, 4 chambres, le beaucoup de cleaning. draps, beaucoup de. Ouais, voilà, il y a l'entretien du linge, il y a les cleanings, mais il y a aussi le property manager, parce que si on est en France, comme c'était mon cas en 2018, bah, il faut quelqu'un qui s'en occupe à ta place. Donc, Hmm, il y a 20% des loyers qui partent déjà dans une hmm, société de property management, plus des management fees qui sont fixes chaque mois, que ce soit loué ou pas, il va te prendre 150 dollars. Donc, 150 ok. dollars plus 20%, Ouais. plus ménage, plus maintenance, parce que Hmm. Floride, Plus la clim la peut clim, c'est péter, donc il faut. cher. J'ai- La clim en elle-même, non, c'est pas cher. Après, il faut bien l'entretenir parce que ça peut vite se boucher. Et hmm. du coup, après, ça peut se mettre en défaut, peur des inondations dans la baraque, ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Donc, non, il faut faire attention. Il faut avoir des gens qui soient déjà licenciés et assurés. C'est le premier point aux États-Unis. Parce qu'il y a beaucoup de
de gens qui travaillent sans licence et sans assurance. Ok. Et ça peut vite partir en procès, donc il faut vraiment faire attention sur l'aspect juridique. Et les Mais procès aux après, États-Unis, t'as pas envie d'en avoir, hein? Punaise. non, il faut faire attention ici. Il vaut mieux avoir des protections juridiques au-dessus de ta tête parce que Ouais, tu peux te faire attaquer pour rien, ouais, par rapport à quelqu'un qui vient dans ta maison faire de la maintenance, qui se casse la gueule dans l'escalier, ou un locataire qui a envie de récupérer des sous. Après, voilà, je caricature maintenant au micro, mais je touche du bois. Depuis 2018, on n'a jamais eu de problème juridique, on nous a jamais attaqué. mm, Donc les gens sont quand même de bonne composition, ils sont quand même assez honnêtes. Mais mm, ça peut arriver que quelqu'un essaie de t'arnaquer. Hein. On n'est pas à yes. l'abri ici. Ouais. Mais après, les frais d'avocat coûtent cher aux États-Unis. Donc quand on attaque, c'est parce qu'il y a du lourd derrière. Si c'est juste Ouais, parce que le mec il a glissé dans la cuisine, ouais, faut que le mec il ait l'air insolite pour payer l'avocat et t'attaquer derrière. Voilà. Il est pas sûr de ok. gagner, quoi. Yes, ok. Bah, Voilà, voilà. ça fait un beau parc tout ça déjà. Ouais, ouais, non, c'est bien, ça Mm, tourne bien. Et pour finir sur les frais, donc il y a aussi la property tax, qui est l'équivalent de la taxe foncière, qui est pas donnée aux États-Unis quand même par rapport à la France. Tu vois, l'immeuble de rapport en France, il y a 8 lots, ça coûte 3000 balles, 4000 plutôt, 4000 euros. Ici, j'en ai pour le même prix pour une seule maison. Donc donc, c'est pas négligeable, ça. On va dire que c'est à peu mm, près 1% de la valeur du bien qui part en taxe foncière chaque année. Mais ce qui est positif par contre, aux États-Unis, à différence de la France, c'est que les frais de notaire sont de 1%. Donc mm, prends pas un coup de bâton à 8% au début de l'opération. yes. Donc, bon, t'acceptes que la taxe foncière soit un peu plus élevée parce qu'au début de l'opération, tu as très peu Mm, de frais pour signer ton bien. Et voilà, après les frais classiques, hein, assurance, électricité, l'eau, et voilà. Donc, non, non, ça ok. marche bien. Il y a beaucoup de frais, mais c'est très rentable quand même. Donc, quand on Mm. enlève les frais des revenus, on est quand même plutôt positif. Et la maison, ça se loue combien une nuit? La maison de 4 chambres? Ça dépend des périodes. Après, l'avantage d'Orlando, c'est qu'il y a très peu de saisonnalité. Avec Parce Disney, qu'il Universal fait beau Studios, quasiment tout le temps. SeaWorld. Voilà, il fait beau tout le temps. Et puis, il y a tout le temps des touristes Mm, qui viennent dans le coin. Et du coup, non, on est à peu près à $200 la nuit. Ce qui est le double par rapport à 2018. Hein, on était à une centaine de dollars au début. ok. Donc, non, c'est pour ça que je t'ai dit, les prix des maisons a doublé, mais les loyers aussi. Mm, Donc, ouais. c'est pas un sujet, quoi. C'est pas un sujet. Et même, on s'est posé la question de la revendre, la maison. Et au final, quand on voit ce que ça rapporte, Mm, même si ça fait x2, on la garde, quoi. yes. Ouais. Et parce que moi j'avais été en Floride, ça date, hein, c'était en 2017 je pense, 2016. Ouais. Et j'avais pas trouvé, enfin je trouvais que c'était vraiment, je sais pas, par rapport au reste des États-Unis, c'était pas très cher en tout cas à l'époque, enfin que ce soit les logements et aussi les restaurants et tout. Enfin je trouvais que c'était beaucoup moins cher Ah, que, ça a changé, ouais. ouais, Ça a bien changé, ouais. ça a J'ai dû connu changer. cette période, ouais. Ouais, non, aujourd'hui, enfin, vraiment par rapport à la France, je sais que les Français se plaignent de l'inflation. Ouais. Mais depuis qu'on est arrivé, en tout cas depuis 2022, bah, l'inflation aux États-Unis, tu la vois, hein, ça a explosé. Vraiment, tu vas à Mm, Publix, on va dire Intermarché pour les Français, et mm, tu fais deux trois courses, t'en as vite pour 100 dollars alors que t'as rien acheté, t'as deux sacs dans tes mains, quoi. Donc non, mm. non, ça a explosé. Les restaurants, le seul truc qui reste accessible ici, c'est l'essence par rapport Ouais. à la France. Mais autrement, non, c'est vraiment le niveau de vie aux États-Unis est quand même très élevé. Mm. Et il faut justement pour ceux qui veulent s'expatrier, il faut quand même avoir des bons revenus tous les mois parce que sinon les économies sont vite consommées. Tu dirais qu'il faut combien pour une famille Pour venir pour habiter ici, en Floride, ouais. ça dépend. Il faut un capital de départ parce qu'il y a toujours des frais fixes. Mm. Bah, les frais d'avocat déjà pour avoir un visa. Euh, Après, il y a l'installation, il y a les véhicules, le logement. Il y a toujours des dépôts de garantie quand on loue un bien, si on peut pas acheter dès le début. Donc, je dirais que 50 000 dollars, c'est un minimum, vraiment minimum de chez minimum, quoi. Pour arriver. Et après, chaque mois, Après, tous les mois, bah, ça dépend de quelle ville aussi on cible. Si bah, c'est mettons à Miami Orlando. ou Orlando, tous les mois, je dirais qu'il faudrait, pour toute la famille, ouais, 5 000 dollars tous les mois. En Yes. dessous, c'est vraiment difficile. Ouais. Ouais, ouais. Ok. L'eau, l'électricité est plus chère, les Tout est assurances plus sont plus cher. chères. Les Enfin, vraiment, restos tout sont est plus plus chers. cher. Et ouais, les parcs, pour donner un exemple, hein, pour ceux qui veulent aller. Parce que si on choisit Orlando, c'est aussi pour les parcs, sinon on va ailleurs. Ouais. Un parc d'attractions Disney et Universal, c'est 150 dollars par jour et par personne. Ouais. Il y a 4 parcs Disney, ça fait 600 dollars par Disney, par personne. Donc si on est une famille de 4, il faut un budget de 2400 dollars pour tout visiter, Ouais. sans avoir fait Universal Studios. Donc les gens se rendent pas bien compte, mais les Américains qui viennent ici en vacances à Orlando, surtout que les Américains ont beaucoup d'enfants, facilement, ils ont un budget de 10 000 dollars pour venir 15 jours à Orlando. Ouais. Ok. Qui nous paraît excessif, mais pour eux, c'est un Mm. budget standard. Après, voilà, les salaires sont aussi plus élevés. On le Les voit dans salaires sont l'émission plus d'ailleurs de élevés. Netflix. Hein. Ouais. Et il y Et a, ouais.
c'est pas Et le même ils mode ont de moins de vie. vacances aussi. Donc, au général, Et puis, tu dépenses. exact, ils ont moins de vacances et puis ils ont aussi tendance à utiliser beaucoup plus la carte de crédit que chez nous, la vraie carte Hmm. de crédit, pas la carte de débit, mais la carte Hmm. avec une dette à la fin. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à payer un petit peu tout ce qu'ils consomment, y compris les vacances à crédit, même s'ils rembourseront plus tard. Ils vivent un peu au-dessus de leurs moyens, ça on le sait déjà, hein, ils ont très peu de trésorerie. Mais Sachant je que crois leurs qu'il y a une moyens sont statistique plus d'ailleurs. élevés que Ouais, chez nous, quoi. exactement. Exact. Et il y a une statistique que j'avais lue ou entendue, c'est qu'un Américain moyen, s'il n'est plus payé, c'est-à-dire s'il perd son travail ou il y a une crise majeure, il tient 2 mois avec Hmm. la trésorerie en banque, quoi. Hmm. Donc il vaudrait Ouais, mieux c'est pas que ça ça. s'arrête pour eux parce que sinon Yes. ils sont très très mal. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Voilà un pour. autre. Mais en fait, c'est un autre mode de vie. Nous, on voit ça. Quand tu vois ça en tant que Français, tu te dis, ouais, ça, c'est presque incompréhensible, surtout avec des revenus qui sont beaucoup plus élevés que ceux qu'on peut connaître en France. Mais en fait, si tout le monde fait comme ça, bah toi, tu fais comme ça. Et puis en plus, il y C'est a la même tout le société, voilà, système ça, qui voilà, tourne l'économie autour de américaine ça. repose sur la consommation. Hmm. Le PIB, c'est la consommation. Donc, tout est fait pour que tu Yes. consommes. Et c'est vrai Yes. qu'aujourd'hui, aux États-Unis, tous les objets de consommation sont accessibles, entre guillemets, mais des objets qui pourraient être considérés comme des objets de luxe en France. Ici, bah, tu peux te les permettre parce que il y a des facilités de paiement, enfin, voilà, Hmm. c'est pas le même mode de vie du tout. Ils sont plus dans la kiffance, on va dire. Ouais. Mais, Des grands mais voilà, enfants. il faut être, c'est bien quand t'es européen, quand t'arrives ici, parce que du coup, tu vois un petit peu le mauvais côté de la chose. Hmm. Et du coup, voilà, tu mets de l'argent de côté dès le début et tu anticipes les problèmes parce qu'il peut y en avoir ici. Enfin, la société Ouais. américaine, elle est géniale, mais c'est vrai que ça peut vite basculer d'un côté comme de l'autre. Hmm. Moi, je vois, par exemple, moi, j'ai travaillé souvent avec des Allemands qui sont assez, enfin, je sais pas si c'est le mot Attends. radin ou économe, mais voilà, ils détestent dépenser. C'était le genre à revendre leurs tickets restaurant, tu vois, des trucs comme ça. Et Ah ouais, euh, donc peut-être que pour moi, c'était, ils vivaient trop, c'est l'opposé là. trop chichement, quoi. Et Ouais, peut-être que toi, enfin voilà, on est toujours le le radin de quelqu'un et puis le dépensier d'un autre, la quoi. nôtre. C'est Donc, vrai, c'est vrai. Mais l'américain, lui, il met pas de côté, ça c'est sûr. ok. Bah, peut-être tu peux nous raconter. Donc maintenant, tu es conseiller en gestion de patrimoine en Floride et tu es aussi agent immobilier. C'est ça, tu as les deux Exact, ouais. casquettes. Ouais, ça m'a pris Euh, 6 mois, on va dire, pour passer mes licences, parce qu'on peut pas arriver la fleur au fusil aux États-Unis. ok. Il faut passer des licences. La licence ici, c'est vraiment indispensable pour exercer n'importe quel métier. C'est aussi la beauté de la chose, hein. On peut faire n'importe quel métier aux États-Unis, enfin, si le visa le permet, bien sûr, mais on veut être fleuriste ou, je sais pas, chauffeur de limousine. Il suffit de passer une licence et on peut changer de métier en claquant des doigts. Ce qui est un peu moins vrai en France, même si en France tout est possible aussi, mais il y a plus de barrières, on va dire ici, c'est quand même très Hmm. facile. Donc ça m'a Mais pris là, 6 mois en 6 mois, tu pour as passer, les. ouais. Agent immobilier, c'était un choix aussi réfléchi parce qu'on a acheté quand même pas mal de biens ici. Et du coup, je voulais aussi conserver les commissions dans mon intérêt à moi personnellement. Et l'idée, c'était aussi d'accompagner mes clients français parce que la spécificité de mon métier de CGP ici aux États-Unis, c'est pas de travailler dans une banque américaine, même si j'aurais pu. L'idée, c'était vraiment de conseiller les Français d'Amérique. Donc vraiment les citoyens français qui vivent aux États-Unis, pas les francophones, mais vraiment les expatriés comme moi qui sont là depuis plus de temps que moi en général. Et l'idée, c'est de leur apporter du conseil. J'ai créé une structure pour ça qui s'appelle Heracles Wealth Management. Et je suis consultant aussi pour USA France Financial, qui est le leader ici aux États-Unis sur la partie gestion de patrimoine. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur toutes les problématiques qu'on a aussi en France, hein, la retraite. Encore plus, parce que si les gens ne la préparent pas beaucoup, bien que la retraite de base américaine soit plus élevée que la retraite française, ils ont quand même des dispositifs aussi performants, mais aussi on les accompagne sur comment épargner son argent efficacement. Euh, Tout ce qui est succession. Alors, succession, c'est pas trop un sujet aux États-Unis. À la différence de ce que je faisais en France pendant 10 ans, ici, les droits de succession, ils commencent à partir de 13 millions de dollars de patrimoine. Donc, ça concerne les très très riches. En Hmm. France, à partir de 100 000 euros, si on a la chance Hmm. d'être un enfant, ça commence à faire mal. Hmm. Donc, c'est un sujet un peu moins fréquent, on va dire. Et après, tout ce qui est aussi enrichissement personnel avec des effets de levier, que ce soit le crédit IMO, comme on peut faire en France, mais aussi le crédit financier. La différence aussi États-Unis-France, c'est qu'ici, on peut emprunter sur son propre argent. Donc, on devient son banquier, ce qui n'est pas le cas en France. En France, vous avez une assurance vie. On vous fait pas un financement, on vous fait un nantissement et vous pouvez Hmm. emprunter derrière. Ça, c'est possible, mais vous pouvez pas, avec le même organisme, emprunter. Vous déposez 100 000 chez AXA. AXA va pas vous faire un crédit pour acheter autre chose. Ici, c'est moins vrai. Vous pouvez placer de l'argent et derrière faire une ligne de crédit de 80% de la valeur du placement
et acheter ce que vous voulez. Comme un crédit lombard un peu. Enfin, en Un France, peu ça se comme un fait crédit pas trop. lombard, ouais. Ouais, exactement. C'est vrai qu'en Ok. France, c'est moins fréquent, hein. Ça concerne vraiment les Mm. très très riches. Ici, n'importe qui peut le faire. Et on est sur des taux en plus qui sont inférieurs au taux de marché. Tu Ok, places l'argent et tu as 5% sur 30 ans, alors que le taux du marché, il est à 9. Donc c'est plus ok. intéressant de faire comme ça, tu vois. Donc voilà l'idée. Et ce qui est bien avec cette clientèle que j'ai choisie, c'est que bah, j'ai quand même 10 ans d'expérience derrière moi sur la France en tant que CGP. Donc du coup, j'ai encore toutes mes facultés à conseiller les gens des deux côtés de l'Atlantique. Savoir qu'est-ce qu'on Mm. déplace, le livret A, on le laisse, l'assurance vie en France, on la laisse, Ok. on la Ouais, récupère. parce que du coup, Tu vu vois, qu'ils sont de français, jongler il y un a peu des sur trucs, les deux. Ouais. des trucs Il y a vraiment français. beaucoup de spécificités. Ouais. Déjà, il y Ouais. a un accord, un traité entre les deux pays, donc il faut connaître aussi la partie fiscale. Et voilà, c'est pas évident. C'est-à-dire, c'est pas Bank of America ou Chase, qui sont les deux banques majeures aux États-Unis, qui vont conseiller nos Les Français. compatriotes parce qu'ils savent pas faire. Ils savent Mm. pas faire, ils connaissent pas du tout les lois fiscales en France et c'est pas leur métier de toute façon. Mm. Donc Ok, voilà. intéressant. Bah, si tu veux, je crois que je l'avais peut-être déjà fait, je sais plus, mais on va peut-être dérouler euh, un achat aux États-Unis. Comment ça se passe par rapport, ben, vu qu'en plus tu es investisseur en France, tu Mhm. connais bien les deux spécificités. Ce qui paraît assez bizarre, je pense pour un Français, c'est que en fait, et ça je connais pas bien la subtilité, tu vas nous les expliquer, c'est le listing. Si j'ai bien compris, Mhm. en fait, toi, si je suis en train de chercher un appartement, je vais te contacter. C'est ça? Enfin, comment ça se Ouais. passe? Ouais, raconte-nous un Ouais, peu. ouais. Ouais. En fait, c'est un peu différent. C'est vrai qu'en France, quand tu as un bien qui L'agent, te il est lié plaît, au bien. Enfin, en France, voilà, c'est ouais. c'est comme ça en En général. France, tu trouves le bien et il y a un agent immobilier derrière. Ici, Hmm. c'est un peu différent. C'est tu choisis ton agent immobilier parce qu'il y a beaucoup, beaucoup on appelle ça des realtors aux États-Unis. Donc, il y a une statistique d'ailleurs, c'est qu'un Américain moyen connaît 14 realtors autour de lui. Donc, Ok, je ah suis pas ouais. tout seul à faire ce métier. Il y a beaucoup de gens qui le font en second Ok. métier. Donc, c'est très fréquent aux États-Unis. Mais tout ça pour dire que d'abord, tu trouves un agent immobilier. Et cet agent immobilier, il va accéder à une plateforme qui s'appelle le MLS. Donc, c'est une plateforme en ligne, hein, donc il faut être licencié pour y avoir accès. Et en fonction de tes critères de recherche, il va pouvoir te conseiller au mieux et te présenter l'ensemble du parc immobilier. Il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas de bien rattaché à un agent. Il y a un agent immobilier pour l'acheteur, donc celui qui cherche le bien, et un agent immobilier pour le vendeur. Et après, les agents entre eux, donc les deux agents, se mettent d'accord sur un prix et il y a une transaction qui se fait avec deux agences immobilières impliquées. Donc c'est du 50-50 au niveau de la commission. Donc ça crée pas de tension en fait entre l'acheteur et le vendeur parce que du coup il y a deux agents immobiliers qui parlent entre eux et surtout on a accès à l'ensemble du parc. Donc c'est beaucoup plus facile de trouver un bien ici que ça ne l'est en France. Pas besoin d'aller sur le bon coin et de Hmm. chercher dans tous les sens comme un fou. Ici, il suffit d'avoir un agent de confiance, de mettre les critères de recherche dans la machine et on reçoit des emails automatiques en tant qu'investisseur ou en tant qu'acheteur. Hmm. Et il suffit de choisir le bien qu'on veut visiter. Et la visite, c'est aussi un aspect ultra intéressant aux US. C'est qu'ici, bah, tout le monde est en serrure électronique. C'est très, très, très fréquent, hein. Enfin, les serrures manuelles, ça n'existe presque plus. En tout cas, il y a un boîtier accroché à la poignée du bien à visiter. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'agent immobilier, en une journée, vous pouvez visiter une dizaine de biens très facilement. Ok. Il suffit juste de cliquer sur le logiciel, pardon, et après, vous avez des codes qui ouvrent la boîte à clés et vous rentrez dans le bien. Hmm. Donc, sans même avoir réservé la veille, le jour même, à 5 minutes, vous passez devant un bien qui vous plaît, vous cliquez sur l'appli et vous rentrez dans le bien. Donc, c'est vraiment, vraiment facile. Ok. Ça, c'est une Ouais, vraie très, différence, ouais. très En France, des fois, intéressant. il faut attendre 15 jours que l'agent il soit plus malade, qu'il soit revenu de vacances, et le bien, Ah il a non, été. mais en France, c'est la même. Et même, tu peux visiter un dimanche. Je suppose que c'est le truc tout bête, mais Ah oui, oui, bien sûr. la plupart Bah, des gens en France, ils le n'ont vendeur pas n'est pas de. là, l'agent immobilier du vendeur n'est Voilà. pas là. Si tu as envie de visiter le dimanche, tu le fais. C'est ce qu'on a fait nous Hmm. avec mon épouse, pour nous, à titre personnel, parce qu'on cherche à acheter une maison là. Et on a fait, en 2 mois, on a fait, je sais pas, une cinquantaine de visites. Euh, alors c'était pour nous, mais ça aurait été pour un client, c'était la même chose. Hmm. C'est-à-dire, c'est ultra rapide, ultra facile. Vous voulez faire une contre-visite, bah, vous recliquez sur le lien, vous y retournez. Ce qui est bien, c'est que c'est tracé. Donc, il faut savoir qu'un agent immobilier aux États-Unis, il donne ses empreintes au FBI. Donc, du coup, on s'amuse pas trop dans les maisons à toucher à tout ou à faire des bêtises parce que tout est fiché. Donc, il y a une tranquillité d'esprit pour l'agent immobilier du vendeur, pour le vendeur lui-même. Il sait qu'il se passera rien dans le Hmm. bien. Et du coup, tout le monde est rassuré et tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Donc, c'est Ok. vraiment bien. Ah ouais, Ok. l'immobilier, pour ça, aux États-Unis, c'est vraiment easy peasy, comme il dit. Et qu'est-ce qui fait parce que du coup, et en France, c'est ça, en fait, les gens, ils ont l'impression que les agents immo, ils sont chers parce qu'en fait, tu passes beaucoup de temps enfin, tu payes tout le temps qu'ils ont passé à trouver le bien, alors que, enfin, à trouver le bien à vendre. Donc, il y a beaucoup de Hmm. non-temps qui,
que tu payes, alors que chez vous, ben, du coup, le bien, il est tout de suite là. Et qu'est-ce qui fait Ouais. que, bah, vu que tout le monde a accès à tout, qu'est-ce qui fait qu'il y a un bon agent ou un mauvais agent, ou comment toi tu te démarques? Bon, toi, tu es Bah, maintenant sur la c'est niche des, Ouais, moi c'est particulier des, parce que c'est des vraiment, je Français. réponds à la demande des Français qui veulent investir ici, donc je suis pas en mode prospection. Mon vrai métier c'est quand même CGP, donc je consacre l'essentiel de mon temps sur cette activité-là, mais j'ai quand même la faculté de pouvoir présenter des biens. Mais pour un agent immobilier traditionnel, ce qui fait la différence, c'est la réactivité, c'est le sérieux, c'est l'expérience aussi, parce qu'il y a beaucoup, on l'a dit tout à l'heure, mais juridiquement ici, c'est assez dangereux. Il faut faire attention d'utiliser les bons formulaires quand on fait une offre, etc. Mais un bon agent immobilier, ouais, c'est la réactivité. C'est quelqu'un qui Ok. répond aux mails dans l'heure. C'est vrai qu'aux États-Unis, la réactivité, c'est pas la même notion qu'en France. Ici, un email, s'il n'est pas répondu au bout de 2 heures, c'est qu'il y a un souci. Alors qu'en Mm. France, on peut attendre une semaine que la personne se réveille. On a une tolérance en France qui est différente d'ici, où les gens sont vraiment très réactifs. Et ça, c'est vraiment agréable, quoi. On peut communiquer par texto, par WhatsApp. Tout va beaucoup plus vite. Les gens sont vraiment pro-business. Enfin, l'économie en général, hein, mais dans l'immobilier, ça se Mm. ressent encore plus. Parce que tout le monde a envie que ça se fasse. Le but, c'est de faire des transactions et que ça aille vite. Et l'achat immobilier en lui-même, quand on se met d'accord sur un prix, ça prend 15 jours. En France, ça Ok. prend 2-3 mois. Enfin, là, Mm. j'ai vendu un bien en France, ça a pris 6 mois. J'ai vendu Mm. en janvier et en juillet, j'ai eu les sous. Donc, pour diverses raisons, hein, mais ça n'arrive pas qu'à moi. Ici, en 15 Mm. jours, si vous achetez cash, vous êtes propriétaire, vous avez les clés, quoi. Ok. Non, c'est Donc là, différent. j'ai visité, j'ai trouvé un bien. Donc toi, tu es là en même temps que forcément tu fais visiter. Je fais une Mhm. offre. Du coup, Ouais. je suppose que il n'y a pas de clause de rétractation et tout. L'offre, Si, c'est si, on peut quand même. Enfin, ok, à nouveau, c'est différent. En général, ici, on donne au vendeur 2-3 jours pour qu'il puisse répondre. ok, Euh, une fois qu'il a répondu positivement, on met en place ce qu'on appelle un délai d'inspection, qui en général est de 7 à 15 jours, et qui permet d'envoyer une société d'inspection dans le bien pour vérifier que tout va bien. Donc ça, c'est aussi intéressant par rapport à la France, c'est qu'on n'est pas tous plombiers, électriciens, Hmm. climatiseurs. C'est Donc que là, nous, on a il y juste a les des sociétés. diagnostics, alors que là, il y a des sociétés qui Ouais, vérifient que en France, tu les peux pas diagnosti- savoir si ton immeuble il va s'écrouler demain. Il y a aucun diagnostic ouais, voilà, qui exactement. fait Mais ça, sans quoi. même parler de la structure, c'est le bien lui-même, c'est-à-dire qu'un peu comme une voiture avec un contrôle technique. Le diagnostiqueur, il va rentrer dans le bien, il va allumer le lave-vaisselle, il va faire tourner la clim, il va tout vérifier, Hmm. tout, point par point, chaque prise, chaque interrupteur, chaque lumière, chaque fenêtre. Et il vous rend un rapport à la fin d'une centaine de pages. Et bon, ça coûte 400 $, donc c'est pas très onéreux. Alors c'est pas obligatoire, hein. On peut Ouais, faire c'est le choix ça, de ne tu pas le faire. peux. En fait, c'est marrant parce que j'ai eu un C'est ami au fortement conseillé quand téléphone même. que j'avais pas eu depuis longtemps, qui habite à Washington, et il a Ouais, acheté une maison. Il m'a dit que c'était hyper tendu le marché et que du coup, pour avoir la maison, il avait dû renoncer à ça, qu'il y avait eu des surenchères, mais qu'il y avait eu quand même une pré-inspection. Il m'a expliqué, en tout cas, enfin, il est pas du tout, ouais. enfin, il est pas trop dans l'IMO, quoi, mais il m'a raconté un peu l'achat de sa maison. C'est un risque. C'est un risque parce qu'il y a des Mm, choses qu'on voit et des choses qu'on voit pas. mm, Après, ça dépend de l'année du bien aussi. mm, Si on achète un bien qui est tout neuf, qui a moins de 5 ans, il est aux dernières normes, donc le risque est faible. Par contre, si vous achetez un bien qui a déjà 30 ans, ce qui paraît peu en France, hein, mais qui est beaucoup ici, parce que les normes de construction évoluent tout le temps, vous allez retrouver sur une maison avec une sur bois, alors qu'en général, les maisons solides, c'est plutôt les maisons avec du parpaing au rez-de-chaussée et du bois à l'étage, en tout cas sur la Floride. Donc c'est vrai qu'il faut... Un inspecteur, ça coûte 400 $, c'est peu cher payé mm, pour avoir vraiment une synthèse de son bien. C'est toujours agréable de savoir qu'est-ce qui marche pas dans le bien, même si on l'achète, hein, mm. pour pouvoir le réparer par la suite. Ou au contraire, même si quelque chose ne va pas, ça permet aussi de renégocier le prix de vente avec le vendeur en lui disant, attends, il y a une fenêtre qui est pétée. Mm. Finalement, c'est pas 200 000, l'offre, c'est 198 000 parce que la fenêtre, il faut la réparer. Donc ça peut me permettre aussi de renégocier avant la signature finale du bien. Ok, Mm, mm. bah, intéressant. Mais ça prend Et, 3-4 heures, donc c'est pas ouais, très ouais. compliqué à mettre en place. Mais je pense qu'en France, si ça existait, quasiment tout le monde paierait. À ce prix-là, à Ah 400 ouais, ouais, bien euros. sûr, c'est un faible risque. Hmm, C'est toujours intéressant et c'est très bien fait. Il y a des photos, c'est très documenté. hmm, Il y a la personne qui vient, elle a un petit drone, elle vérifie la toiture. Enfin, hmm. c'est vraiment très très bien fait. Enfin, c'est des professionnels. Et ce qui est bien, c'est de ce délai d'inspection, donc de 7 à 15 jours, il permet à l'acheteur de se rétracter sans aucune raison. C'est-à-dire qu'on fasse une Ok. inspection ou pas, mais ça s'appelle un délai d'inspection, mais on n'est pas obligé de faire l'inspection. Mais en tout cas, pendant ce délai-là, l'acheteur peut se retirer de l'offre euh, sans aucune pénalité et sans aucune justification à donner au vendeur. Ok. Mm, mm. Et Que ce donc soit cash ou crédit ensuite, d'ailleurs. donc c'est un avocat, hein. C'est pas, y a pas vraiment de notaire, non. C'est un avocat qui Ouais, fait. alors on appelle ça une title company. C'est vrai que c'est pas Ah, vraiment un notaire. En tout cas, le mot notary, c'est pas du tout le même métier. Non, c'est plutôt une société de transactions immobilières.
Ok. qui va vérifier le titre, donc l'historique du bien, les hypothèques, tout ce qui est financement sur le bien, etc. Et qui s'assure qu'il n'y a pas de problème lié au titre et qui fait un transfert de propriété Ok. en échange d'une somme d'argent et qui va payer Ouais. les agents immobiliers à la fin. Donc c'est vrai que c'est assez facile et ça se fait en 15 jours si c'est cash ou en 3 semaines si c'est acheté à crédit. Ok. Mm, mm. Et donc, et en tout, ça coûte combien les agents, les notaires et tout ça? Quel pourcentage du bien, à peu près? Bah, les agents immobiliers, ça dépend de ce que l'agent a choisi comme taux au départ. On va dire entre 4 et 6%. Alors En c'est tout. 2% pour chacun, du coup. Ouais. Si c'est 4%, Ok. c'est 2 et 2. Un pour l'agent immobilier de l'acheteur, un pour l'agent immobilier du vendeur. On va dire ouais, 4-5%. Donc c'est à peu près similaire à ce qu'on peut avoir en France. Après, les frais de l'achat sont très faibles parce que c'est quasiment que le vendeur qui va payer tout ce qui est frais de transaction. Donc Ok. on parle de quelques centaines de dollars pour l'acheteur pour acheter le bien, donc c'est vraiment très faible. Ok. Il n'y a Et pas le de frais de vend- notaire de 8%, ok. je répète. Et le vendeur, il paye combien à Le peu près? vendeur, il va avoir ce qu'on appelle des closing costs. C'est surtout l'assurance du titre, parce que le titre de propriété, il est assuré. Si jamais il y avait un souci juridique par la suite, au moins Hmm. il y a une assurance qui se déclenche. Et on va dire que ça coûte. Attends, je réfléchis parce que j'ai vendu un bien il y a 3 mois. Ça m'a coûté sur un bien à 519 000, j'ai dû payer 35 000. Donc il y a quand même Ok. des frais lourds. Ouais. Là, c'est plus Ouais. lourd. Bah, il y avait quand je dis 35 000, c'est pas les frais de closing, c'est avec les frais d'agence inclus, parce que c'est le vendeur qui paye les frais d'agence. Ok. Et donc en tant qu'acheteur, vous ne payez pas les agents immobiliers, c'est le vendeur qui les Donc fait à sur votre place. 500, tu avais à peu près 20 000, 25 000 de De frais frais de d'agence commission d'agence, exact. et après 10 000 Et le de... reste, après 10 000 ouais, de closing cost, Ok. de frais divers, ouais, exactement. Ok, top. Mm, mm. Donc le crédit, tu peux nous expliquer un peu, il y a une histoire de credit score, je sais que tu as des gens, enfin, je connais pas du tout, mais je sais qu'il y a des gens, Mhm. ils achètent des canapés à crédit pour ensuite pouvoir mieux emprunter pour la maison ou je sais pas. Ouais, dans le C'est credit score, beau, c'est un sujet euh, la important aux États-Unis. garantie, à quel point tes revenus ils sont importants par rapport à, enfin de ce que j'en sais. Je suis pas du tout expert, hein, donc tu me contredis ici. En gros, la garantie, elle est sur le bien. Toi, tu peux laisser les clés et te casser, enfin, en tout cas, ce qu'on voit dans les films, sans que tu sois caution vraiment comme on peut l'être en France, que c'est vraiment comme ça. Ouais, comment ça se passe, quoi, Quand tu loues le bien, tu veux dire? non, pour acheter. Ah, pour acheter un bien? Ouais. Est-ce que Bah, tes revenus sont vraiment importants ou c'est plutôt la valeur de la maison par rapport à ce que tu payes? Ah, d'accord, pour Ouais, emprunter. Ouais. ouais. Euh, ça dépend. Ça dépend des établissements bancaires. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir des revenus, on va dire à peu près 3 fois supérieurs au crédit, un peu comme en France. Le taux Hmm, d'endettement ici, il est aux alentours de 30%, le taux maximum. Donc, il faut avoir 3 fois les revenus par rapport au futur crédit. Crédit qui, en ce moment, est à 9% aux États-Unis. Enfin, 8-9, ça redescend un peu, hmm. là. Dans les meilleurs dossiers, on peut descendre jusqu'à 6,7%. Euh, Ça redescend. Les taux d'intérêt, c'est un sujet aussi important, mais c'est vrai, quand je suis arrivé en 2022, les taux étaient déjà à 6 ou 7 ici. Et Hmm. en France, ils étaient encore à 2 ou 3. Et c'est vrai que ce qui arrive aux États-Unis arrive après en Europe. Donc la tendance Il y a ici, toujours à c'est peu près 2-3. Quand 2-3% quand d'écart. Ouais. c'était un en France, c'était à peu près 3 aux US, Exact. je Ouais, pense, hein. ouais 4-5, c'était un bon taux déjà à l'époque. Mm, Et après, non, le bien lui-même, la valeur, elle est prise en compte quand même. Parce que si jamais la personne fait défaut, le bien est saisi. mm. Donc c'est vrai que le banquier va quand même s'assurer avec un appraisal, c'est-à-dire une estimation de savoir quelle est la valeur réelle du bien avant de prêter. En sachant que l'appraisal, c'est un coût. Donc c'est aussi, il faut pouvoir l'assumer, ce coût-là, pour l'acheteur. Mm. Mais c'est assez similaire à la France quand même, les crédits. La différence, c'est qu'ici, on peut l'acheter sur 30 ans. En France, c'est plus possible. Donc on a quand même des mensualités un peu plus faibles à taux équivalent. Euh, Après, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au crédit? Et ce Pour les crédit score étrangers? là, comment ça se passe du coup? Ouais, toi, t'avais pas de crédit score par exemple, non, je pense, quand t'es Alors moi, je l'ai étranger. démarré si avant que j'arrive, parce que j'avais déjà un numéro de sécurité sociale, comme j'avais travaillé chez Disney Mm, à l'époque. Donc j'avais un numéro de sécu, donc j'avais commencé déjà à le créer. Après, Crédit Score, pour moi, personnellement, il a pas trop d'intérêt pour l'instant, parce que j'ai pas financé les biens que j'ai ici. mm. Donc c'est une chance, mais c'est vrai que le Crédit Score, il est indispensable si on veut un bon taux. Ça va de 400 points à 850 points. Donc c'est calculé tous les mois. C'est fonction des habitudes de consommation des gens. On regarde un petit peu le niveau de dépense sur chacune des cartes de crédit, parce que chaque carte de crédit a un plafond, une limite de dépense. Quand tu prends une carte de crédit à ta banque, on te dit, bah voilà, cette carte de crédit, tu peux dépenser jusqu'à 3 000 euros, 3 000 dollars par mois. Il vaut mieux ne pas utiliser les 3 000
parce que sinon ton crédit score il va pas évoluer positivement. Vaut mieux utiliser moins 30% de ce qu'on t'octroie. Ok. C'est pour ça que les Mais gens il ont faut beaucoup quand de même cartes t'en de servir crédit. un peu. Voilà, il faut s'en servir un peu, mais pas trop. Donc c'est pour ça qu'il vaut Ok. mieux en avoir beaucoup des cartes de crédit qu'une seule. Ok. Parce que sinon t'es vite au-dessus des 30%. Et plus t'as de cartes de crédit, et mieux t'es noté. Moins tu les utilises, mieux t'es noté. Si tu fais un Ok. leasing sur ta voiture et que tu le rembourses tous les mois et que t'as jamais de retard de paiement, mieux t'es noté. Donc, Ok. ce qui fait vraiment le crédit score, c'est voilà, rembourser ses dettes tous les mois, ne pas trop dépenser sur chacune des cartes, avoir du leasing, montrer qu'on est un bon payeur, et aussi l'ancienneté. C'est-à-dire un crédit score Ok. qui a 1 an et un crédit score qui a 20 ans, bah forcément, il y aura une grosse Mhm. différence. Ok. Donc, c'est vrai que les Américains sont avantagés par rapport aux étrangers, parce Mhm. que depuis l'âge de 16-18 ans, ils ont une carte de crédit, donc forcément, arrivé à la Ok. trentaine, ils ont facilement 800 points, ce qui n'est pas le cas d'un expatrié qui va arriver avec 600 points au début. Ok. Mais voilà, mais 600 points, c'est suffisant pour démarrer sa vie ici. Après, c'est vrai que les conditions de prêt sont un peu moins favorables, mais plus le crédit score augmentera, et plus on peut renégocier son taux aussi avec sa Ok. banque. C'est un Ok. jeu rigolo, ouais. C'est vrai que c'est différent de la France pour Ouais. ça. Où en France, Yes. on n'a pas du tout cette notion-là, mais le Ouais. crédit score, je trouve ça bien, personnellement. Bah, au moins, c'est transparent. Enfin, tu connais Transparent, et puis ça tu t'apprend connais. aussi à gérer un budget. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'études ou qui n'ont pas un environnement amical ou familial orienté gestion de ses finances. Et du coup, bah, le crédit score, il t'oblige quand même à être un bon payeur et à honorer tes dettes et à faire attention à ce que tu dépenses, de pas surconsommer. Donc, Yes. je trouve ça pas mal. Après, voilà, il faut connaître comment ça fonctionne, c'est toujours pareil, mais Mhm. quand on connaît les rouages, après, c'est pas une difficulté en tout cas. Ok. Top. Ouais, Et ensuite, admettons que tu veuilles louer. Je sais que ça va. pareil, Il y a crédit aussi score aussi. il y a une sorte de registre, non, des locataires ou quelque chose Bah, le comme crédit ça? score, ouais, effectivement, il y a un registre qu'on peut consulter en tant qu'agent immobilier en ligne qui permet d'avoir une photo de la personne, de savoir un petit peu son historique. Donc, si on a envoyé le shérif chez eux, c'est mauvais signe. Mhm. Mais on arrive à savoir très facilement ce qu'a fait la personne par le passé. Donc, c'est pour ça aussi que les gens sont plutôt sérieux quand ils louent un bien parce qu'ils n'ont pas envie derrière de se Mhm. retrouver à la rue. Parce que si c'est le cas, derrière, ça va être très compliqué de Ouais. retrouver un propriétaire qui leur louera un deuxième bien. Donc, Et même si tu as fait une connerie en dehors de l'IMO, quoi. Si tu as ouais, roulé ivre, par exemple, ça peut non, pénaliser ton. ça c'est privé, donc un agent immobilier n'aura pas accès à ces informations-là. Ok. Mais c'est ce qu'on appelle Et un c'est- background check. Mais Ok. non, tout ce qui est relatif à sa vie de locataire, oui, ça Ah, sera la vie noté. des locataires. Ok. Mais après, tout ce qui est Privé, personnel, non, ok, c'est confidentiel. Ouais. Mm, d'accord. mm. Mais ça, par Ok. contre, c'est vérifié par tout ce qui va être licence. Moi, personnellement, j'ai donné mes cartes, enfin mes empreintes au FBI 2 fois. Une fois pour être CGP, une fois pour être agent immobilier. Et tout est vérifié. Donc Hmm. voilà, il faut le savoir aussi pour les Ouais. gens qui ont eu des soucis dans leur vie. Ça peut poser un problème déjà pour obtenir un visa pour venir ici aux États-Unis. Hmm. Et ensuite pour exercer son métier si jamais c'est des choses graves. Ok. Mm. Ouais, Ok, on côté peut américain, parler il faut peut-être faire un tout attention. petit peu ouais, de ce que tu fais exactement en tant que CGP et après on fera juste la partie un peu privée pour finir l'épisode de l'installation. Donc ouais, en tant que Ouais. CGP, donc déjà comment tu trouves tes clients, qu'est-ce que tu leur proposes? T'as que des Mhm. clients qui sont aux US maintenant ou t'as gardé ton portefeuille qui était Non, en en France, France? Comment ça? malheureusement, j'ai pas pu conserver mes clients. De toute façon, Ok. ça serait une mauvaise idée pour eux de me conserver parce que je suis trop loin. Ouais. Et c'est vrai que 100% de mes rendez-vous, c'était en physique en France. C'est vraiment une autre approche. Il n'y Ok. avait pas de Zoom à l'époque. Alors, un peu plus avec le Covid, mais c'est Ouais. vrai que c'était pas souvent. Non, non, mes clients français sont restés chez l'assureur pour qui je travaillais, Hmm. avec des collègues qui s'en occupent. Mais non, non, pour les clients français qui vivent aux États-Unis, on est assez connu. Ça fait 12-13 ans que la société existe, USA France Financial. Donc, moi, je suis un peu le dernier arrivé, mais la société, elle a quand même une existence ici, une reconnaissance des expatriés francophones ici. Et on fonctionne beaucoup sur LinkedIn. Donc, les personnes nous contactent, nous rencontrent à distance. Donc, mes clients sont pas qu'en Floride, hein, ils sont partout aux États-Unis. Hmm. C'est l'avantage de la visio. Et les solutions qu'on propose, bah, c'est des solutions que les Américains ont également. C'est des grands assureurs, des grands noms de réseaux de mutuelles, de réseaux d'assureurs. Donc on parle d'assurance vie, on parle de 401k, donc c'est les placements en retraite. On parle de capital annuity, donc tout ce qui est placement pour aller chercher des taux d'intérêt garantis à vie. On parle aussi de income annuity, donc là c'est différent, on cherche des revenus à vie. Donc, un peu comme je le faisais en France, hein. C'est vrai que les Hmm. noms des produits changent, mais les projets sont les mêmes, c'est des projets de vie, que ce soit à court, moyen, long terme, épargner, prendre sa retraite ou
ou transmettre son patrimoine. C'est les mêmes projets, c'est le même travail. Ce qu'il faut, c'est s'auto-former. Donc ça, j'ai passé beaucoup de temps sur ma licence. Et aujourd'hui, voilà, je connais les produits, les clients, ça reste la même culture, même s'ils sont aux États-Unis, ils sont quand même français. Donc il y a tout de suite un lien qui se crée très facilement. Et du coup, on leur apporte du conseil pour qu'ils mettent en place des solutions avec nous. L'idée, c'est de faire du bouche à oreille aussi, donc de travailler dans la durée, pas faire du one shot. Et voilà, ça se passe très bien. On a beaucoup de clients partout aux États-Unis, beaucoup dans la tech. Sur la partie Californie, il y a beaucoup de Français installés là-bas. Il faut savoir quand même qu'il y a 150 000 Français aux États-Unis. Ok. C'est pas rien. On est le deuxième pays le plus attractif en termes d'expatriation, juste derrière la Suisse, et devant l'Angleterre et le Canada, et la Belgique. Donc on est devant les pays francophones. Donc les États-Unis, c'est vrai qu'ils ont une attractivité intéressante. Et c'est vrai que les gens qui viennent ici sont un peu perdus sur leurs finances parce que c'est totalement différent. Mhm. Donc on a vraiment beaucoup de gens qui nous sollicitent. Et l'idée, c'est vraiment de conserver la proximité à la française. Les banques, c'est aux États-Unis. Pour les côtoyer au quotidien, c'est vraiment différent. C'est plus du guichet que du rendez-vous avec votre conseiller habituel. Hein. Ça bouge tout le temps. Et du coup, il n'y a pas de relation de confiance comme on peut avoir en France dans la gestion de son argent. Ici, Ok. l'Américain moyen, il cherche vraiment un taux d'intérêt. Il cherche pas vraiment à optimiser sa situation patrimoniale, sauf s'il est vraiment très riche. Mais voilà, il fonctionne vraiment à court terme. On l'a dit, il consomme beaucoup. Et dans les finances, c'est pareil, quoi. Le peu d'argent qu'ils ont, ils le placent sur Robinhood ou des applications en ligne. Ok. Ils cherchent à avoir un taux. Et après, si le taux est moins Mm. bon, eh ben, ils vont papillonner, ils vont aller chez le concurrent. Donc, voilà, les Français, on est différents là-dessus. Mm. Enfin, les Européens, je pense même en général. On est plus terre à terre. Quand on fait confiance à quelqu'un, on s'inscrit dans la durée avec lui. En tout cas, pas pour un mois. Donc voilà, c'est vrai qu'on a des clients qui sont fidèles, on a un taux de rétention à 98%. Donc les gens qui signent, ben, ils restent parce qu'ils sont satisfaits. Et voilà. Ok, top. Et juste une petite parenthèse, justement, donc c'est 401K, hein, 401K, c'est comme ça que vous appelez Ouais, le c'est plan ça, d'épargne ouais, retraite. exact. Ça, c'est de l'argent PER. qui est bloqué, ils peuvent s'en servir. C'est bloqué jusqu'à 59 ans et demi. Ok, Alors, on peut le récupérer avant, mais il y a 10% de pénalité, donc les gens ne le font pas. ok. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on a en France, hein, le PER maintenant, qui est mis en place soit à titre perso, soit par l'employeur. Alors, le 401k, c'est l'employeur qui le met en place. C'est souvent présent dans les grandes sociétés. Hein. La plupart des sociétés l'ont. C'est pour fidéliser la force de vente, enfin, les collaborateurs. Ça se transfère. Si on quitte son emploi, on peut le transférer dans la société De la nouvelle. suivante. Ouais. L'avantage, c'est qu'il y a un abondement. Donc, c'est le placement Si qui a tu... le taux de rentabilité le plus important. Parce que quand tu mets 1000 et que l'employeur met 1000 Hmm. tous les mois, bah, tu as 100% de rentabilité. Donc, c'est Ouais. imbattable. Donc, le 401k, il est indispensable. Et il va venir en complément à la retraite de base, la retraite de l'État Ok. qui, pour la petite histoire, comme je disais tout à l'heure en préambule, en France, Donc il y a quand même une retraite de l'État qui existe, quoi. C'est ouais, il y a pas une retraite que obligatoire. individuel. On cotise. Alors, si on est salarié, bien Ok. sûr, hein, on a des Ok. cotisations retraite obligatoires. Et pour le coup, c'est pas mauvais aux États-Unis, contrairement à ce qu'on peut penser. On Ok. peut aller chercher très facilement 3 5 000 dollars pour une retraite, enfin Ok. une carrière complète à la retraite, ce qui n'est pas le cas en France. En Ouais. France, on a péniblement 1 500 € de retraite de base. Même si on est PDG de Total en France, la retraite, on aura 1 500. Après, il y aura les retraites complémentaires qui vont aider, les parachutes Hmm. dorés, etc. Mais la retraite de base est très, très basse. Ok. Ah bah comme quoi, on te fait bien de faire un épisode sur les États-Unis parce que ben, on tord le cou à des idées reçues Ouais, et c'est vrai puis que la retraite surtout aux là. États-Unis, enfin, si elle est préparée et si on travaille toute sa vie en tant que salarié, il n'y aura pas de difficulté. Après, il y a toujours des contre-exemples. Vous allez à la public, vous voyez une petite mamie de 80 ans qui met les courses dans le sac. Hmm. Ça fait mal au cœur. Mais c'est parce qu'elle n'a pas cotisé suffisamment. Et malheureusement, Hmm. il y a toujours des trous dans la Ouais, raquette. c'est Et ça que tu peux c'est voir. triste quand on le voit. En France, on voit jamais des gens très vieux Il y a les travailler. millions Enfin, vieillesse en France. il y a, Ouais, 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 voilà. exact. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, moi je me rappelle, j'avais été dans un Subway, la nana qui m'avait servi, mais elle était, enfin, ouais, elle avait l'âge de ma Elle n'a grand-mère, plus hein. d'âge, quoi. Ouais. Et au Japon aussi, tu vois beaucoup de gens qui font un peu genre la sortie des parkings et tout, qui sont très très vieux. Même dans les parcs, Donc, hein, des fois à Disney, tu vois des gens, tu te dis, hmm, mais qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Il hmm, serait mieux à la télé, à regarder les chiffres et des lettres, quoi. ouais, yes. Mais non, non, mais Ok. après, voilà, il y a beaucoup de fausses idées. Les États-Unis, c'est un pays qui coûte cher. Hmm, Mais de manière générale, on gagne quand même très bien sa vie, plus qu'en France. Il n'y a pas de plafond de verre qu'on peut avoir en France où, à partir de 3 4 000 euros par mois, on est considéré comme riche par François Hollande. Ici, on est quand même sur des niveaux beaucoup plus élevés. Donc, quelqu'un qui a vraiment envie, quel que soit son niveau d'études
son éducation, on peut vraiment aller beaucoup plus haut. Je sais pas si tu as vu sur Twitter, mais il y a des vidéos qui circulent sur les livreurs UPS. Non, pas du tout. Non, t'as pas vu? Et ils génèrent 120 000 dollars par an, ces gens-là. Ah Pourtant, ouais. ils livrent des colis. Donc, voilà. Après, ils font des heures, Après, c'est attention. pas 35 heures par semaine, hein, je pense. Non, non, c'est clair, ils Ouais, bossent. Mais voilà, mais ouais, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de plafond de verre comme on peut avoir en France où, ouais. passer un certain niveau de revenu, on est limité. On est Mm, limité dans les grilles des salaires ici. Quand on veut, on peut vraiment, c'est le pays mm, pro-business pour ça. Avec des mauvais côtés aussi, mais quelqu'un qui a de l'ambition, je pense que c'est le pays idéal pour mm. faire de belles choses. Yes. Mm, mm. Ok. Et dernier point, mais peut-être l'expatriation. Tu peux nous raconter comment on obtient un visa, Mhm. comment t'as rencontré des gens, enfin comment t'as refait ton cercle, quoi. Comment tu t'es fait Ouais. embaucher? Est-ce que t'avais déjà le contrat quand t'es venu? Est-ce que ta femme, je sais pas si elle travaille? Voilà, Mhm. t'as une fille, comment elle va à l'école? Enfin, un peu Ouais, ouais, la ouais. vie privée, quoi. Comment les enfants Bah, sont le un visa. très bon facteur d'intégration, hein, de ce que me disent les parents. Donc, je sais pas si tu confirmes, mais Ouais, ça aide. Effectivement, mm, c'est vrai que c'est important. Après, nous, en termes d'expatriation, pour les choses vraiment terre à terre, c'est un visa E2, visa investisseur. C'est souvent le cas d'ailleurs sur les Français aux États-Unis. mm, Donc il faut créer une société, alors avec un avocat, hein, on vous explique tout, mais l'idée c'est quand même d'investir déjà des sommes d'argent ici, dans le métier que vous aurez choisi, pour montrer que vous allez créer de la richesse pour le pays et que vous êtes attractif pour l'oncle Sam. C'est un visa qui dure 48 mois. Ils viennent de le remonter là. Il était à 25 mois, il vient de repasser à 48. Donc c'est un visa investisseur. Donc c'est renouvelable tous les 48 mois du coup. et chaque fois tu dois réinvestir une somme pour Pas forcément rester. réinvestir, mais respecter déjà le business plan initial, c'est-à-dire montrer à l'État américain que tu as respecté ce que tu avais dit initialement. Et à la quatrième année, montrer que tu es dans les clous, dans tes chiffres, et que la société grossit et continue Ok, d'avancer. Et on te le renouvelle indéfiniment. Donc le problème de ce visa-là, c'est qu'il n'aboutit jamais sur une carte verte. Donc c'est ok, toujours une épée Damoclès au-dessus de la tête. Tous les 4 ans, tu sais pas si tu vas rester ou partir. Donc c'est vrai que dès qu'on arrive sous visa, quel que soit le visa d'ailleurs, mais dès qu'on arrive aux États-Unis, il faut vite entamer des procédures carte verte. Alors, les avocats expliqueront mieux que moi, mais il y a plein de stratégies pour une carte verte. Une fois qu'on est sur place, c'est beaucoup plus simple en tout cas. Mais voilà, ne mm, pas attendre parce que c'est un pays qui a des très bons côtés, mais le statut migratoire, il peut être fragile si on mm, s'en occupe pas suffisamment tôt, parce qu'il y a quand même beaucoup de démarches et de l'argent aussi à investir pour avoir une vie pérenne ici si on souhaite rester. ok, Après, nous, notre visa investisseur E2, il est sur mon épouse, parce qu'elle est italienne, donc elle avait le droit à l'époque à 60 mois, alors que les Français avaient le droit à 25 mois. Il y avait un petit accrochage entre Macron et Trump. Donc, mm, du coup, les taux de visa étaient beaucoup mm, moins sympas pour moi que pour elle. Donc, c'est un choix réfléchi. Et enfin, on est tous les deux property managers, du coup, d'un point de vue visa. Donc, on gère nos biens locatifs et on gère les biens locatifs pour d'autres investisseurs. ok, Donc, en Airbnb. Donc, on a un portefeuille de maison et c'est mon épouse qui s'en occupe. ok, Et voilà, l'installation, donc juin 2022. La rentrée scolaire, parce que tu parlais des enfants, c'est en août, en Floride. Donc du coup, dès qu'on est arrivé, il a fallu trouver une école tout de suite pour notre fille. Donc ça, c'était une première étape importante, parce que les mm, écoles, c'est un peu comme le credit score, c'est noté. ok, Donc c'est pas comme en France, il faut faire attention où on habite, parce que sinon on a une école qui a une mauvaise note. Alors les notes, elles sont liées aux résultats scolaires des enfants, mais aussi aux origines raciales. Ici, c'est très transparent. mm, Alors, pourquoi il y a des origines raciales? C'est pas pour dire faut pas aller là parce qu'il y a trop de hispaniques ou mm, trop de blancs ou trop de noirs. C'est juste que ils veulent s'assurer, l'État américain, qu'il y a bien une mixité dans les écoles, mm, qu'il n'y a pas une race plus qu'une autre qui serait surreprésentée. mm. Mais en tout cas, les résultats scolaires sont notés. Donc, si vous habitez une école qui vaut 1 sur 10, les biens immobiliers autour, ils sont moins attractifs que les biens immobiliers autour Ok. d'une école à 10 sur 10. Voilà. Dans Et c'est en l'immobilier, fonction vraiment, de, la note de de là où l'école, tu c'est très habites. important. Ouais. C'est en Ouais, ouais, fonction de. alors dans le public, hein, dans le privé, tu fais ce que tu veux, mais Mm, si c'est une école publique, il y a des zonings, donc il faut habiter dans la zone de l'école que tu cibles, effectivement. ok. Donc c'est aussi un conseil que je donne pour ceux qui veulent vivre aux États-Unis. Avant d'acheter un bien, regardez déjà les notes des écoles. Euh, Mm, je crois que c'est greatschool.org le site. En tout cas, c'est facile, on trouve très facilement sur Google. Mais l'idée, c'est aussi d'arriver peut-être en tant que locataire, même si on a les moyens d'acheter, pour ensuite être certain du quartier qu'on a ciblé, de mm, l'école qu'on a choisi, parce qu'une fois qu'on a acheté, c'était notre cas, on a été un peu trop vite. On peut faire des erreurs et puis pour rétablir, pour revendre et racheter, ça prend du temps. Donc c'est beaucoup d'énergie perdue. Il vaut mieux mm, louer au début et ensuite acheter si on a les moyens. ok. Mm, mm. Et après l'installation ici, c'est très bien passé. La Floride, on connaissait déjà, donc on avait quand même des repères, on va dire, en termes de culture.
Ce qui nous a beaucoup manqué, c'est toujours le cas, c'est la famille, parce qu'on n'a pas eu la chance de rentrer encore en Europe depuis 2 ans, enfin 1 an et demi maintenant. Donc la famille, oui, c'est très compliqué, mais on a quand même des outils technologiques qui permettent de rester connecté en permanence, que ce soit des stories Instagram ou des appels de WhatsApp. Je veux dire, l'éloignement, il est physique, mais le lien familial ou amical, il est présent. Enfin, c'est la société d'aujourd'hui, donc c'est top. Et non, ce qu'on avait sous-estimé, par contre, c'est la nourriture. C'est vrai qu'on dit toujours qu'on mange mal aux États-Unis, c'est vrai. Mm. Ouais, ouais. Mais quand on vient en vacances, on a tendance à faire tous les fast-food pour essayer un petit peu ce qui existe. C'est un peu fun. Mais quand on habite à l'année, on n'a vraiment pas envie de manger dans les fast-food. Une fois de temps en temps, ça passe, mais c'est vrai que ça manque de saveur, ça manque de goût. Tout est trop salé, tout est trop sucré, tout est trop gras. Donc Et on moi, a chaque perdu fois que je beaucoup suis de poids rentré, depuis qu'on arrive. j'avais les lèvres, en fait, du sel. Je sais pas, ils salent trop. Enfin, j'ai vraiment mal aux lèvres, comme des gerçures du sel, quoi. Ah ouais, Voilà. c'est rigolo ça. Non, non, moi j'ai pas eu ça, mais Ouais. en tout cas, ouais, non, vraiment compliqué la nourriture. Il faut vraiment chercher pour trouver Mm. là où faire ses courses. Et encore, il y a des bons supermarchés, mais les produits, il faut les choisir, faut bien choisir. Mm. Et non, c'est pas évident. Après, on est à Orlando, on n'est pas à Miami, donc c'est un peu plus compliqué pour nous parce que c'est quand même une ville de divertissement. Donc du coup, tout ce qui est autour des parcs, bah, c'est fait pour des touristes, donc ils Mm. cherchent pas à fidéliser les clients. Ok. Donc du coup, c'est beaucoup de malbouffe, à la différence de Miami où ils ont des Où il y a très bons tout. restaurants français, Mm. italiens, etc. Donc, du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Donc on mange beaucoup plus à la maison qu'à l'extérieur. Euh, et on choisit bien nos ingrédients, on fait attention à ce que ce soit organique, Mm. etc., quoi, qu'il n'y ait pas de pesticides, etc., pour notre fille aussi. Mm. Donc ça, c'était une difficulté. Donc vraiment famille et nourriture. Après, tout le reste, ça se passe très bien. T'as Euh, rencontré des gens? ouais, on a rencontré des Français. Alors, c'est rigolo parce que une des amies de mon épouse, c'était grâce à un podcast. Ok. Donc, pendant le Covid à Cannes, j'ai écouté des podcasts, pardon, de French Expat. Et il y avait une Française qui avait travaillé à Disney comme moi d'ailleurs, Ok. et qui était à Orlando. Donc c'est devenu une des meilleures amies de ma femme. Donc tu vois, le podcast a permis de faire des Ah, bah, contacts c'est comme ça. marrant. Et on s'est créé un réseau de francophones. Alors, il y a des Belges, des Français, mais on a créé des liens très très forts. On a des amis aujourd'hui qu'on considère vraiment comme des gens très proches, alors que peut-être dans le sud de la France, c'était un peu moins vrai. Enfin, on a beau avoir habité pendant 10 ans tous les deux à Cannes, le nombre d'amis était quand même assez réduit. Et les liens amicaux, finalement, quand on est expatrié, ils sont encore plus forts parce que c'est des gens qui ont connu le même parcours de vie, Mm. qui ont le même quotidien que nous. Et voilà, donc vraiment, on s'attendait pas à ça, on pensait que c'était pas T'as plus un un peu, sujet. enfin, je sais pas si t'as plus de temps, mais c'est vrai que vu que, enfin, tu dis la famille elle est loin, donc t'as pas l'anniversaire de ta sœur, de ton frère, de ta mère, enfin, Ouais, t'as c'est plus vrai. de temps pour les amis entre guillemets. Si Ouais, tu, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. si Tu as raison. tu C'est peux vrai que faire j'avais pas Noël, pensé. enfin là ça va être Noël, je sais pas si tu peux le faire avec des amis et des trucs comme ça, quoi, que tu ferais jamais quand t'es pas C'est vrai. expatrié. Ouais, non, on a plus de temps à consacrer au réseau amical, c'est Mm. un fait, mais au-delà de ça, c'est aussi le profil des gens qu'on rencontre, en Mm. fait. Quel que Ouais, c'est soit l'âge, ça. etc. Ils sont expatriés, donc qu'ils soient là depuis 1 an ou 30 ans, tout de suite, ça match, parce qu'on Mm. a connu les mêmes difficultés, les mêmes réussites. Et c'est vrai que les Français de l'étranger, bah, c'est des gens qui ont un bon état d'esprit, qui sont pas du tout dans le côté, je sais pas comment on peut dire ça, mais Aigri, c'est ça là. ouais, ouais, je cherche un En autre fait, mot, mais ouais, c'est vrai que c'est vrai que l'autre fois, on avait une discussion avec ma compagne, c'était les Français, ils ont l'air, dès que t'en vois en dehors de France, ils ont l'air super épanouis. Même toi, tu vois, t'as l'air super épanoui. c'est vrai que c'est ouais. Bah, je regarde quand même la télé française parce que Donc voilà. je regarde l'équipe TV et CNews de temps en temps. Clé. Mais c'est vrai qu'on voit une différence culturelle qui est frappante. Ouais. Et, et voilà, bah, moi j'ai toute ma famille et tous mes amis qui sont encore en France, donc Mm. j'ai toujours un lien là-bas. Mais c'est vrai que en France, malheureusement, je sais pas, on pourrait faire un podcast de 3 heures là-dessus, mais Ouais, bien sûr. la France a tout pour elle, mais les gens sont quand même assez, ouais, assez aigris. C'est un peu dommage. C'est aussi pour ça qu'on part, hein, d'ailleurs. Bah ouais, c'est Enfin, pas moi sans raison. personnellement, la mentalité française, à la fin, ça me tapait un peu sur le système et j'avais fait le tour, donc j'avais besoin d'autre chose. Ça aurait pas été les États-Unis, certainement on serait parti ailleurs. Mm. Et Voilà. puis Quand on est jeune et en santé, je pense qu'il faut pas trop hésiter, se faire voilà, une c'est ça. expérience, Et je pense faut bouger. que quoi qu'on dise, c'est pas parce que tu pars que peut-être tu reviendras, peut-être tu reviendras pas. Si tu reviens, c'était pas forcément un échec. C'est un peu voilà, c'est Totalement pas, faut d'accord. pas voir l'expatriation forcément comme un truc
pour toujours. Peut-être ça l'est pas. Peut-être que tu vas changer de Ouais, bien pays. sûr. Bah, c'est le jour de notre départ à Cannes, notre voisine, Amélie, si elle nous écoute. Elle est venue nous dire au revoir et elle avait les larmes aux yeux, c'était émouvant. Et elle a dit, bah, peu importe le temps que vous partirez, quoi qu'il arrive, vous avez tout gagné, quoi. Hmm. Et c'est vrai que sa phrase, je l'ai retenue parce qu'elle a totalement raison. Même si on était parti pour 3 jours, bah, on serait revenu plus fort qu'avant d'être parti. Parce que Yes. même s'il y a des difficultés, c'est comme ça qu'on rebondit, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que. Hmm. Enfin voilà, il faut sortir de sa zone de confort et l'expatriation, c'est une épreuve, hein. Hmm. Il y a des côtés positifs, mais la première année pour nous, elle a été compliquée quand même parce que tout change. Bah, c'est Et ça. voilà, il y a beaucoup de dépenses, mais même en dehors de l'aspect financier des choses, il Et faut puis tu quand peux un même peu te remettre comprendre en que t'es pas en question. vacances, Tu te quoi. dis, ouais, est-ce que j'ai fait le C'est le bon bon choix? choix. Ouais. Ah là, j'avais quand même une situation où je gagnais très bien ma vie en France Hmm. en tant que CGP, donc on repart à zéro et voilà. Pour les gens qui se posent la question des fois, est-ce que je quitte mon travail, je suis fonctionnaire, j'ai un CDI, etc. Honnêtement, ça vaut rien, un CDI, un fonctionnaire. La vie, on en a qu'une. Et moi, ma vision des choses, c'est qu'il faut, si on a un rêve, il faut le poursuivre. Et faut mettre en place une stratégie pour l'atteindre. Carpe diem, c'est très bien, hein, mais c'est pas une vision moyen long terme. Profiter de Hmm. l'instant présent, c'est pas s'accomplir soi-même. Donc voilà, faut poser le pour et le contre, choisir la bonne destination. Mais partir, en tout cas, c'est pour mieux revenir. Mais je sais déjà que les États-Unis, ce sera pas pour la vie, et ma femme aussi le sait très bien. L'Europe nous manque. Mais on reviendra beaucoup plus fort et notre fille, elle aura aussi appris l'anglais, elle aura Hmm. plus de chance pour sa vie professionnelle plus tard. Et voilà, Yes. il n'y a que du positif à partir, vraiment. Ok. Bah, Mm, mm. top. Écoute, on va clôturer l'épisode. Si on veut te contacter, comment ça se passe? Ouais, bah sur les réseaux sociaux, si vous voulez voir ma vie personnelle sur Instagram, j'ai un profil qui s'appelle Pierre et Benoît. Ça s'écrit Ok. PIE2RET BENOIT. Ok. Et autrement, si c'est des Français d'Amérique qui veulent me contacter pour la partie CGP, sur LinkedIn, Benoît Pierret, donc j'ai un profil en ligne. Et autrement, sur Twitter aussi, j'ai un profil également, je suis assez actif. Donc, Pierre et Benoît, vous le tapez un peu partout sur Google, je pense que mes profils vont sortir. Et pareil pour l'immobilier, si vous avez envie d'acheter en Floride, parce que je suis agent immobilier à Orlando, mais je peux vendre sur l'ensemble de l'État de Floride, n'hésitez pas à me contacter. Euh, il faut quand même, on l'a pas dit tout à l'heure, mais pour la partie financement, pour les expats, enfin pas pour les expats, pardon, pour les étrangers, il faut quand même 30% d'apport. Donc, Hmm. ne pensez pas que la banque américaine va vous prêter les yeux fermés. Il faut quand même 30% d'apport et un bien moyen aujourd'hui en Floride rentable, ça vaut à minima 250 000. Donc s'il n'y a pas 75 000 de côté, ça sert à rien que vous me contactiez parce que je vais vous donner des mauvaises nouvelles. Donc voilà, c'est plus l'époque des subprimes, malheureusement, on peut plus acheter des biens comme des baguettes. Ok. Donc voilà, il faut un minimum d'apport. Ça marche. Bah, merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite des joyeuses fêtes. Et puis, bah, Ouais, pareil, merci Thibaut. si je passe par la Floride, je viendrai te voir. Ça Ouais, bah marche? avec plaisir, on est là, on bouge pas. Allez, à bientôt. Bonne fête à Bye tous. bye. Ciao. Merci Thibaut, au revoir. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Ah, la Floride et les fêtes. On s'en rappelle, ça fait un mois et demi qu'on a enregistré. Ça fait du bien de se remettre un peu dans l'ambiance là, même si bah, ça fait un mois et demi, mais je vous avais fait voter. Vous aviez décidé d'avoir notamment l'épisode avec Thibaut, l'ex-banquier, et Sophie. Je vous invite bien sûr à aller les écouter, qui a vécu pendant 14 mois dans son chantier. En priorité, donc voilà. D'abord, je vous ai fait diffuser ces deux premiers, et puis maintenant, celui-là, ça fait du bien la Floride. J'ai adoré mon voyage que j'ai pu faire là-bas. Je vous rappelle, si vous voulez qu'on vous accompagne, Michel et moi, on a ouvert 3 créneaux. Les 3 premiers arrivés seront les 3 premiers servis, les 3 premiers à nous écrire. Vous pouvez parler avec nous de vos projets d'investissement, ou alors, bah, vous pouvez prendre des renseignements sur le club dans lequel on a 100% de réussite. On peut pas faire mieux. Et beaucoup ont fait moins bien, ça c'est sûr. Donc voilà, vous allez sur clubinvest.fr et je vous rappelle, mes livres sont sortis, notamment mon livre Immobilier locatif rentable, votre itinéraire vers la liberté. Vous allez sur Amazon, vous tapez Bye Bye Patron et vous avez accès. Ils ont été mis à jour il y a quelques jours ou quelques semaines. Vous avez toutes les dernières infos. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vos gros billets. À très bientôt. Bye bye.